Bonjour, heureux de vous retrouver. Je voudrais d'abord remercier tous ceux qui m'ont honoré de leurs aimables témoignages et de leurs inappréciables appréciations. Ne pouvant répondre aux nombreux commentaires, recevez ici mes vifs remerciements et ma gratitude. Du reste, pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, je serai encore heureux de les voir rejoindre la famille de cette chaîne en m'honorant, s'ils le voulaient, de leurs abonnements, espérant ne pas les décevoir de mes vidéos. Le titre de cet épisode est « Tebboune chaussa les bottes de Boumedienne diablement sur le Sahara ». C'est donc le deuxième épisode, la première partie. Je vous ai promis de fouiller la vallée du Sahara occidental en vous présentant l'état des lieux avant de remonter son fleuve vers la source, à travers le parcours ramifié des événements historiques qui y conduisent. Cela dit, les hommes font les événements autant que ceux-ci font les hommes. Le conflit du Sahara occidental requiert la recherche de cette connaissance mutuelle pour les Marocains et les Algériens envers leurs dirigeants, autant que pour ces derniers entre eux. C'est en connaissant la psychologie des gouvernants que nous pourrions appréhender suffisamment les événements qu'ils forgent. Par exemple, l'on comprendrait mieux l'épopée de la Marche verte en découvrant le génie d'Hassan II, et l'on saisirait mieux la thèse algérienne anti-marocaine sur le Sahara en décryptant la psychologie de Boumedienne. Les historiens et les biographes contemporains apportent une contribution considérable dans la matière, même si la tâche n'est pas de tout repos. Cela dit, l'analyse sur la thématique de cet épisode à 3 parties reposera sur 2 démarches. L'une portera sur les conséquences actuelles du conflit, décortiquées dans leurs composantes essentielles au niveau régional et continental en général, mais surtout à l'échelle de chacune des parties concernées ou intéressées. Elle fera l'objet de la 4e partie. La deuxième démarche présentera le regard des 2 parties au conflit, principalement concernées, l'Algérie et le Maroc, sur l'état des lieux à travers la psychologie de leurs dirigeants actuels. Elle sera l'objet des 3 premières parties de ce deuxième épisode. Parce qu'il m'a paru aussi plus intéressant et plus pratique de commencer par la seconde démarche, parce que la connaissance préalable de la vision des hommes expliquerait mieux leurs actions. Commençons par l'État algérien, réputé être le premier et le principal protagoniste opposé au Maroc dans la question du Sahara, pour ne pas dire l'unique et véritable rival. Le nouveau président Abdelmajid Tebboune, élu en décembre 2019, donc héritier numéro 1 du conflit du Sahara, est celui que nous allons tenter de découvrir prioritairement et séparément dans le contexte actuel de notre point de départ, et ce pour 2 raisons principales. D'abord, il est le seul homme d'État algérien qui n'a pas eu l'occasion de travailler suffisamment de près avec le frère siamois de Boumedienne, donc Bouteflika, et qui n'a donc pas eu l'occasion de traiter officiellement ou officieusement le dossier du Sahara auprès de l'ONU, ni auprès de la communauté internationale, encore moins avec l'État marocain. Car n'ayant jamais été à la tête de la diplomatie algérienne, son bref passage à la tête du gouvernement ne lui a pas permis non plus de superviser le dossier extérieurement, ni d'en être la voix autorisée. Différemment de Bouteflika, par exemple, qui, presque un quart de siècle avant de devenir président de l'Algérie, avait déjà connu les vrais acteurs protagonistes du dossier du Sahara, tout en étant le plus jeune ministre des Affaires étrangères de l'époque. Ainsi avait-il spécialement côtoyé de très près Hassan II, Franco ou Dada, toujours aux côtés de son frère siamois Boumedienne, ou bien agissant en son nom. Ensuite, si le président Tebboune est aujourd'hui homologue et contemporain du roi Mohamed VI, les 2 hommes ne sont pas du tout comparables en termes d'éducation politique et d'expérience de gouvernance étatique. D'ailleurs, pour le cas particulier du Sahara, force est de reconnaître que le souverain marocain connaît beaucoup mieux les secrets du dossier, pour y avoir été sérieusement et précocement associé par son père dès août 1997, et au plus haut niveau.
N'avait-il pas rencontré des représentants du Polisario? Il était alors prince héritier. En ce temps-là, M. Tebboune était loin de l'administration algérienne et des questions politiques, même intérieures. Il passait une paisible retraite anticipée. Voilà les deux raisons essentielles pour lesquelles je vais parler de Tebboune à part. Et lorsqu'on aura quitté l'état des lieux et reparti de la source du fleuve, en relatant l'histoire du Sahara occidental, je tenterai alors, en temps utile, de découvrir également avec vous la psychologie de chacun des chefs d'État maghrébins ou occidentaux, concernés ou intéressés, ayant joué un rôle déterminant, directement ou indirectement, dans la décolonisation de toutes les régions du Sahara occidental, entre 1958 et 1975, autant que dans le jaillissement et l'évolution de l'actuel conflit post-espagnol de 1975 à nos jours. Il s'agira notamment des dirigeants suivants: Mohamed V, Charles de Gaulle, Hassan II, Francisco Franco, Ferhat Abbas, Ben Bella, Boumediene, Mokhtar Ould-Daddah, Chadli Ben Jdid, Mouawiya Ould Sid Ahmed Taya, Mohamed VI et Bouteflika. Et l'on reviendrait dans notre visite de l'histoire du Sahara dit occidental vers le président Tebboune pour le retrouver, toujours au palais de la Mouroudia, si nous étions encore en vie, dans l'espoir très optimiste de voir cette guerre non déclarée du Sahara occidental, sinon terminée, du moins frisant le début de sa fin. D'ici là, découvrons ce nouveau président septuagénaire qui célébrerait dans quelques semaines ses 75 ans. Est-ce d'abord une coïncidence que le chiffre 19 soit un signe marquant de son mandat présidentiel? Souhaitons en tout cas qu'il lui soit de bons augures, malgré le mauvais contexte sanitaire mondial de son avènement. En effet, celui-ci a eu lieu le 19 décembre 2019, quelques jours avant un Covid-19, qui s'annonce en Chine en décembre 2019, par une contamination totale de 19 personnes en ce même mois. Tebboune semble représenter un personnage politique singulier par rapport à ses prédécesseurs, un modèle de chef d'État spécifique qui, tout en demeurant loyal au système en place, se caractériserait d'un style boumediéniste diablement accentué contre l'unité territoriale du Maroc, vachement favorable à la thèse séparatiste du Polisario et à l'existence d'une république arabe sahraoui ne siégeant aujourd'hui qu'au sein de l'Union africaine. L'homme s'est fait remarquer très tôt par son hostilité farouche à l'unité territoriale du Maroc dès sa campagne présidentielle. On le verra. Il soutient en effet l'existence de la prétendue République arabe sahraoui démocratique en considérant que le problème du Sahara occidental est une question de décolonisation. Sa position ne bougera pas d'un poil après son élection. Il adoptera même de nouvelles attitudes, employant un discours parfois peu diplomatique, pour ne pas dire provocateur. Mais c'est durant cette période de pandémie du Covid-19 que M. Tebboune, désormais président, va se montrer le plus étonnant, là où personne ne l'attendait vraiment, surprenant tout le monde par une sortie politique incroyable. Je vais en parler, tant l'événement est aussi inédit que significatif, pour que nous ayons, d'ores et déjà, une vision claire et nette de la stratégie tebbounienne anti-marocaine sur le Sahara. C'est en effet lors d'une rencontre avec des médias algériens diffusée le 1er mai 2020 que le nouveau président annonce la couleur de la prochaine étape algérienne du conflit, soit la période post-Covid-19. Voici textuellement les propos pour le moins singuliers qu'il prononce à ce sujet. Je cite: « Je préfère emprunter auprès des Algériens que d'aller vers le Fonds monétaire international ou d'autres banques étrangères, car lorsque nous empruntons auprès de banques étrangères, on ne peut parler ni de la Palestine ni du Sahara occidental. Deux causes chères à Alger, ajoute-t-il. » Pour traduire facilement ce message tebbounien par un langage accessible au commun des mortels au Maghreb, voici ce qu'on en comprendrait. Algériens et Algériennes. Depuis presque un demi-siècle, c'est notre pétrole qui supportait l'entretien du Polisario contre notre voisin le Maroc. Alors désormais, c'est de votre budget familial que vous devez financer cette opération,
car la rente de nos hydrocarbures n'en peut plus. Cette déclaration, bien que donnant raison au Maroc, serait la plus politiquement malhabile sur le plan intérieur, en plaçant les services de renseignement algériens autant que les médias nationaux dans une posture gênante devant des procédés d'État qui, même en demeurant des secrets de polichinelle, n'auraient pas dû être dévoilés aussi crûment par un chef d'État. Cette déclaration, bien que donnant aussi raison au Maroc, serait la plus diplomatiquement maladroite, parce qu'elle prouve, une fois de plus, l'aspect financier national de l'implication totale de l'Algérie dans la question du Sahara. Cette déclaration, bien que donnant encore raison au Maroc, serait financièrement et économiquement inappropriée aux yeux du peuple algérien, qui ne comprendrait pas pourquoi devrait-il financer par la bourse du contribuable une guerre qui n'est pas la sienne contre un pays voisin arabo-berbéro-musulman comme lui pour un territoire ne lui appartenant pas et qui n'a jamais revendiqué. Cette déclaration, bien que donnant davantage raison au Maroc, serait d'un point de vue sécuritaire la plus inadéquate pour l'Algérie, en nourrissant le risque de voir perpétuer un contexte de crise économique qui pousserait le pays vers des incertitudes, car les mesures économiques et sociales étaient déjà difficiles à prendre dans ce climat de tension. Cette déclaration, bien que donnant enfin raison au Maroc, serait la plus moralement déplacée aux yeux de l'opinion publique, dans la mesure où elle interviendrait comme moyen d'exploitation machiavélique sous la pandémie du Covid-19, afin d'appuyer une démarche financière auprès d'un peuple psychologiquement anxieux et économiquement affecté, comme les autres pays d'ailleurs, par une période d'inactivité et de chômage, pour lui parler inopportunément d'une question de géostratégie d'État que représentent le Polisario et la RAST. Bref, l'inadéquation générale de la déclaration en question du nouveau président Tebboune, sous les 4 angles évoqués, semble donner une idée sur son niveau de sagesse en voulant impliquer officiellement et ouvertement le peuple algérien dans le conflit du Sahara dit occidental, qui, jusqu'à cette date du 1er mai 2020, n'était qu'une affaire d'État particulière, pour ne pas dire du pouvoir algérien. Monsieur Tebboune en chercherait-il à faire du Sahara occidental une affaire populaire algérienne en vue de la rehausser au même niveau national que revêt cette question pour les Marocains? Ces derniers considèrent le plus naturellement du monde cette affaire comme question nationale. En fait, personne en Afrique ou ailleurs n'est naïf ni dupe à penser que le pouvoir algérien, issu des dernières élections présidentielles de 2020, acceptera promptement et du jour au lendemain la fin du Polisario pour la fin du conflit avec le Maroc, ça on le sait. Mais cependant, presque tout le monde croyait que Tebboune et le pouvoir militaire réunis, sans avoir intérêt à enterrer le conflit du Sahara occidental aussi vite qu'en rêveraient les peuples maghrébins, devaient au moins le mettre en veilleuse pendant la pandémie du coronavirus Covid-19, car l'on estimait et estimerait encore que les gouvernements maghrébins doivent reléguer les problèmes qui fâchent politiquement pour se solidariser sur les problèmes qui menacent salutairement. Or, le successeur de Bouteflika paraissait y voir plutôt l'opportunité de souffler sur les braises, d'où son étonnante déclaration précitée. Est-ce une nouvelle période d'offense politico-diplomatique dans cette guerre algérienne non déclarée depuis 1975, malgré le cessez-le-feu militaire proclamé par l'ONU depuis 1991? Il est une question essentielle sur la position anti-marocaine de l'Algérie, maintenant sous Abdelmajid Tebboune, qu'un observateur honnête et franc poserait aux dirigeants algériens. Prendriez-vous les Marocains et les Algériens pour des naïfs, pour ne pas dire des abrutis, en essayant toujours, depuis presque 45 ans, de leur faire croire que le pouvoir politico-algérien est complètement étranger au conflit du Sahara et n'y possède ni chameau ni chamelle, comme le déclarait Boumedienne à tout bout de champ? Prendriez-vous les Africains pour des inintelligents, pour ne pas dire des idiots, en continuant après le retour du Maroc à l'Afrique institutionnelle, dans le cadre de l'Union africaine depuis janvier 2017,
à répéter à leurs dirigeants que l'Algérie soutient le Polisario et la RASD pour leur droit à l'autodétermination, leur liberté et leur droit d'exister, ni plus ni moins, indépendamment de l'État algérien. Comment pourriez-vous poursuivre une duplicité aussi visiblement flagrante à la vérité, aussi notoirement contraire à la réalité, aussi brutalement opposée à la moralité? Car, par des faits concrets, indéniables, votre implication dans la question du Sahara marocain s'était déjà déclarée au départ comme un soleil levant depuis la bataille d'Amgana en janvier 1976, en se confirmant graduellement jusqu'à son zénith en 2019, sans sembler vouloir descendre vers son crépuscule, malgré les gris nuages de tromperies épisodiques qui veulent vainement la voiler. Il va sans dire que cette attitude anti-marocaine prononcée du nouveau président algérien ne provient ni exclusivement ni essentiellement de son propre chef. Il va sans dire que cette attitude tebbounienne découle de la même source idéologique antimonarchique boumedianiste du pouvoir politico-militaire en place depuis notamment 1962. Elle s'insère donc dans la stratégie de l'État algérien envers son voisin de l'Ouest. Il va sans dire, enfin, que le président Tebboune ne peut ni atteindre tout seul les desseins géostratégiques du régime sur le Sahara, ni éteindre tout seul le feu de profondeur qui couve militairement sous les cendres du cessez-le-feu depuis 1991. Mais il risquerait de l'attiser par le nouveau discours qu'il délivre sur le Sahara en le rendant feu de surface idéologiquement. Et faudrait-il peut-être savoir que le feu courant d'une politique irréfléchie qui monte et augmente peut rallumer le feu souterrain d'une armée qui veille en veilleuse. En tout état de cause, une chose est désormais certaine, M. Tebboune, dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles actuelles, a choisi d'agir plus librement, par son propre style, dans un espace extérieur très vaste, où il semblerait avoir le feu vert des généraux, c'est-à-dire le domaine du Sahara occidental. Il encourait moins de risques de collision avec l'armée que sur les problèmes intérieurs touchant à l'économie et la finance. Résultat, Tebboune monte au créneau, en montant sur le cheval de bataille polisarien pour défendre la thèse séparatiste de la RASD. Il place la barre très haut, en relevant les exigences sur la question des frontières fermées. J'y reviendrai. Il élève encore la voix sur les deux problématiques en prononçant l'appellation Sahara occidental à tout bout de champ, avant même son accession au palais d'El Mouradia. Sahara occidental, Sahara occidental, Sahara occidental, chez Tebboune est devenu finalement en si peu de temps un leitmotiv principal à travers sa stratégie vis-à-vis du Maroc. Un leitmotiv qui serait la grande aversion qu'il porte contre cette monarchie. Une monarchie pourtant constitutionnelle, mais qu'il évite de citer comme modèle de démocratie, tant dans ses rencontres publiques que privées, paraît-il. En témoigne clairement sa conférence de presse du 12 juin 2020. J'y reviendrai dans le cadre d'un épisode approprié. Mais sachons d'abord que cette attitude n'est pas politiquement innocente. Mais au fond, qui est le nouveau président Abdelmajid Tebboune? Réponse: c'est la première génération d'énarques algériens. Il a fait une grande partie de sa carrière au ministère de l'Intérieur, précise à l'Express Pierre Vermerin, professeur d'histoire des sociétés arabo-berbères à l'université de Paris 1. C'est un pur produit du système algérien, ajoute l'auteur du Déni français chez Albin Michel. Par conséquent, c'est l'un des enfants du sérail. Abonde Brahim Omansour, chercheur associé à l'IRIS et spécialiste du Maghreb. Donc, diplômé de l'ENA algérienne en 1969, il a fait ses classes dans l'administration préfectorale avant d'enchaîner les postes de wali préfet dans les années 80 sous le règne du parti unique. Il obtient le poste de Premier ministre en mai 2017, mais limogé en août 2017, soit moins de 3 mois. Ce qui fait de lui le plus bref Premier ministre de l'histoire algérienne. Réputé proche du général Gaïd Salah,
chef d'état-major de l'armée et homme fort du pays et depuis le départ de Bouteflika, Tebboune avait soutenu l'ancien président lorsque celui-ci briguait un 5e mandat présidentiel. Donc, une réalité à retenir. Aux yeux de l'armée, Tebboune est celui qui fait le moins peur parce qu'il fait le moins de bruit. Estime Kader Abderrahim, chercheur à l'IRIS. Toutefois, pour ne pas le museler quand même, faudrait-il lui laisser un champ de latitude où il pourrait faire du vacarme envers le Maroc, en se mettant quelque chose sous la dent. Vous l'avez deviné, c'est le dossier du Sahara occidental qui, justement, constitue à la fois, pour le pouvoir en place, une question extérieure à leurrer, un moyen de pression et de chantage à brandir quand il le faut, un prétexte politico-militaire à détourner l'attention des Algériens de leurs vrais problèmes intérieurs au risque de déclencher une guerre contre le Maroc. Bref, le Sahara occidental est un atout de survie politique pour le régime algérien à exploiter le plus longtemps et le plus fortement possible, vaille que vaille. Il représente même l'oxygène du système, selon l'expression d'une chaîne arabophone sur YouTube. Voilà donc pourquoi le président Tebboune aurait plus de faculté à agir dans le domaine du Sahara, plutôt que trop s'occuper à faire le ménage dans son entourage immédiat, selon Kader Abderrahim. Même s'il est l'homme d'État algérien qui, à l'accession à la tête de l'État en décembre 2019, connaît le moins de choses sur le dossier du Sahara occidental, au niveau international et diplomatique, par rapport à tous ses prédécesseurs, même en s'appuyant sur des vieux conseillers du Bercail des années 80, rêvant encore de référendum d'autodétermination. Et pourtant, certains observateurs aimeraient bien le voir moins politiquement provocateur envers le gouvernement marocain, un peu plus diplomate quand même qu'il n'a paru l'être durant les 6 derniers mois, puisqu'il est le premier président de l'Algérie à ne pas être issu des rangs des anciens combattants de la guerre d'indépendance contre le pouvoir colonial français entre 54 et 62. Mais cela n'est qu'une illusion. Toutefois, je me dois de le souligner, même dans l'espace particulier du Sahara occidental. Le successeur de Bouteflika n'a pas la liberté absolue d'agir ni de lever la voix dans tous les sens. Il ne bougerait le petit doigt sur des points précis que pour faire entendre sa voix et que par la voix de son maître que représente le sommet de l'armée. Le projet d'autonomie marocain, les négociations au niveau de l'ONU et l'avenir du Polisario font partie justement de ces points rouges. Je suis persuadé que l'État marocain ne pourra compter sur Tebboune pour résoudre le conflit. Un tel espoir serait un mirage sur les sables du Sahara. Pourtant, on le sait, et devrais-je aussi le rappeler, l'Algérie est une partie incontournable sur la question du Sahara occidental. C'est indiscutable. En effet, la résolution 2414 du Conseil de sécurité des Nations Unies de l'année 2018 a défini le cadre de la solution politique qui doit être pragmatique, réaliste et basée sur le compromis. Elle demande aussi aux pays de la région, donc à l'Algérie, de s'impliquer davantage et plus activement dans le processus de négociation. Et pourquoi cette interpellation? Ayons recours au ministre marocain des Affaires étrangères, M. Nassir Bourita, qui va nous donner une réponse convaincante. Parce que dans une interview accordée à France 24, à Nouakchott en 2018, il rappelait une réalité importante, je cite. Parce que la communauté internationale reconnaît le rôle de l'Algérie dans la genèse de ce différend, dans sa poursuite et certainement dans sa résolution. Donc l'Algérie a un rôle parce que c'est un acteur de ce dossier. Fin de citation. Cependant, voudrais-je attirer l'attention sur le fait que la volonté politique au niveau algérien, pour une solution politique telle que voulue par la communauté internationale, ne peut provenir que du consensus des généraux qui gouvernent réellement l'Algérie depuis la disparition de Boumedienne. Tebboune, dans son palais d'El Mouradia, avec toutes ses prérogatives constitutionnelles, ses expériences politico-administratives déjà limitées comme je viens d'en faire état, et face à la réalité du terrain militaire, à supposer qu'il en avait le désir,
pourrait-il mieux faire pour résoudre le problème du Sahara que son prédécesseur Bouteflika, apparemment plus cultivé et plus chevronné en politique? Un Bouteflika qui, toujours le dossier du Sahara sous le bras, connaissant les labyrinthes des organisations internationales comme sa poche, avait pourtant cumulé 37 ans de responsabilité gouvernementale depuis l'indépendance de l'Algérie en 62, dont 2 décennies consécutives passées à la tête de l'État, après avoir réussi manifestement à s'imposer à l'armée en lui imprégnant sa griffe en matière de gouvernance qu'on lui reconnaît. Mais malgré tout son poids politique intérieur et international, la ligne rouge qui lui fut tracée par le cerveau de l'armée était infranchissable sur la question du Sahara dit occidental. Même quand on est militaire de carrière, portant l'uniforme et les galons, le chef de l'État algérien demeure impuissant à décider de la solution du conflit du Sahara. Sinon, tous les chefs d'État militaires qui se sont succédés à la tête de l'Algérie n'auraient pas été impuissants de résoudre le problème, malgré tous les efforts onusiens et marocains déployés pour résoudre ce conflit postcolonial hispanique. Pourtant, le colonel Chadli Benjdid, accédant à la présidence de la République de par son grade le plus élevé, tout en étant le plus ancien dans la hiérarchie militaire, a accompli des réformes politiques et socio-économiques fondamentales et inédites dans le pays que n'a pu accomplir Boumedienne lui-même, outre la normalisation historique des relations algéro-marocaines qu'il a également réalisée courageusement avec Hassan II. Et malgré tout son aura et ses œuvres précitées, la ligne rouge qui lui fut tracée par le cerveau de l'armée était infranchissable sur la question du Sahara dit occidental. Feu Boudiaf, Feu Mohamed Boudiaf, visage historique de la guerre d'Algérie et membre fondateur du FLN, sollicité pourtant par le haut commandement de l'armée algérienne en 1992, après un exil de 28 ans au Maroc, pour mettre fin à une crise politique aboutissant à la démission de Chadli Benjdid, fut assassiné malheureusement après 5 mois de présidence seulement. Il aurait effacé et franchi la ligne rouge tracée par le cerveau de l'armée en voulant résoudre le conflit du Sahara 3 mois seulement après l'instauration d'un cessez-le-feu au Sahara entre le Maroc et le Polisario que soutient l'Algérie, comme vous le savez. En vérité, la clé algérienne de la solution du conflit n'est même pas entre les mains du ministre de la Défense et son état-major. Cette clé se trouve dans le coffre-fort d'un conclave de militaires qui dirige réellement l'Algérie, à l'instar du conclave de l'Église catholique à Rome. D'ailleurs, le conclave militaire algérien ne peut que posséder discrètement la clé du Sahara, à l'image de son secret de gouverner le pays à partir d'un centre de décision autre que le palais de la Mouradia. Quel que soit le nom qu'on puisse lui donner, son rôle ne change pas. Par exemple, pour le cas du général Liamin Zerwal, 1995-1999, le conclave qui le désigna comme président du Haut Comité d'État pour une durée de 3 ans, l'équivalent donc de chef d'État, s'appelait au Conseil de sécurité. Du reste, le conclave ne désigne-t-il pas en latin classique une pièce fermée à clé, où sont enfermés les cardinaux rassemblés pour élire le pape pendant la période dite sede vacante? La seule différence par rapport à l'Algérie, c'est que le conclave de celle-ci est l'endroit où s'enferment les militaires à clé pour faciliter l'accession au pouvoir de candidats à la présidence. Ainsi fut appelé Boudiaf en 1992 et ainsi avait été proposé Chadli Benjdid avant lui. Voilà ce que nous apprend l'historien Benjamin Stora, spécialiste de la guerre d'Algérie, dans son célèbre ouvrage Histoire de l'Algérie. Tebboune a effectivement chaussé des bottes de Boumedienne diablement sur la question du Sahara occidental. On le sait maintenant. Comment pourrait-il alors jouer son rôle de président pour une solution politique entre son pays et le Maroc, même en faisant diablement l'avocat du diable pour l'union du Maghreb arabe? Et comment pourrait-il en hausser diablement
les actions politiques de l'Algérie envers la communauté internationale, comme il l'aurait souhaité malgré sa loyauté à l'armée? N'en risquerait-il pas diablement sa carrière politique en étant diablement fort sur l'impromptu, pour emprunter une formule de Molière dans son ouvrage Les Précieuses Ridicules? Décidément, sauf l'émergence de facteurs extraordinaires à la faveur d'une diplomatie marocaine continuellement adéquate et pragmatique, reposant sur le jeu des intérêts économiques réciproques, qui changera davantage la donne, notamment au niveau du Conseil de sécurité de l'Union européenne, de la Russie, de la Grande-Bretagne, après le Brexit, et de l'Union africaine. Le conclave militaire d'Alger, qui a le monopole du dossier du Sahara, alors fera prolonger indéfiniment le conflit pour les mobiles expliqués précédemment. De ce fait, le président Tebboune ne serait qu'un acteur de façade sur la scène politique, non moins insaisissable que ses prédécesseurs et plus difficile à déchiffrer même. Mais il serait pire que ses prédécesseurs au cas où la situation politique interne empirait par la reprise du Hirak. Le pouvoir d'Alger pourrait alors dépoussiérer les braises du cessez-le-feu de ses cendres en rallumant cette guerre algéro-marocaine non déclarée afin de désagréger ou de perturber le mouvement des contestataires et distraire les Algériens d'une crise économique qui monterait en crescendo devant une économie nationale en chute libre éventuelle. Vouant manifestement une fidélité idéologique sans pareille à Boumedienne, il ne tarit pas d'éloge sur lui. On le verra. En surpasserait-il même Bouteflika, en se montrant plus boumedianiste que Boumedienne, plus polissarien que les polissarios, et plus rasdiste que la raste, République arabe sahraoui démocratique. Ainsi pourrais-je dire dès à présent que sur la question du Sahara dit occidental, le président Tebboune a chaussé les bottes de Boumedienne diablement dès le 1er mai 2020. Retenez bien cette date. Retenez bien cette date. Et quand je dis diablement comme adverbe, cela indique dans la langue française un haut degré ou extrêmement, selon le petit Larousse, ou encore, suivant deux autres adverbes synonymes, cela signifie rudement ou excessivement. Je crois que l'on pourrait même parler désormais d'un tebounisme en la matière, dont nous tâcherons de discerner les signes caractéristiques dominants, en découvrant la psychologie de l'homme, son style de gouvernance et ses prises de position incroyables à l'égard du Royaume du Maroc durant son premier semestre de gouvernance. Au prochain épisode, si Dieu l'admet, je l'espère.